Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'événement qu'a été la chute de l'écosystème Terra Luna. En moins de 72 heures, l'intégralité des UST, c'est-à-dire plus de 22 milliards de capitalisation, ont pointé en perdant plus de 80% de leur valeur. Et le token Luna lui-même est passé de plus de 30 milliards de dollars de valeur à moins de 250 millions de dollars au plus bas. Dans cette vidéo, on va dans l'ordre revenir sur comment fonctionne l'UST et pourquoi est-il directement lié au token Luna. Que s'est-il réellement passé et qu'ont été les réactions et les actes entrepris par l'équipe de Terra Fondation dans cette situation de crise. Ensuite, on va revenir sur les conséquences de cet effondrement, c'est-à-dire les différentes personnes qui en ont tiré profit, mais également l'impact négatif que ça a eu sur l'écosystème et sur le portefeuille de très nombreux investisseurs. On parlera ensuite de théorie. Beaucoup de gens pensent que c'est une attaque visée, et il y a deux théories que l'on entend beaucoup plus que d'autres, même si pour l'instant, nous n'avons pas le fin mot de l'histoire et aucune certitude. On terminera par évoquer rapidement le plan de sauvetage qui est toujours en cours et qui est en train d'être voté par la communauté, afin non pas de recouvrir l'intégralité des pertes, car ce ne sera pas possible, mais essayer de rendre un peu de valeur à ceux qui ont souffert le plus de cet effondrement. En plus d'être l'un des crashs les plus virulents que j'ai connus dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies, ça a affecté, en plus du token Luna, qui était un token volatile, l'UST, qui lui était censé être un stablecoin, et donc un token sur lequel on se positionnait sans attente de s'exposer à la volatilité et donc de perdre des fonds de cette façon. Le dépeg de ce jeton, c'est-à-dire le fait que l'UST n'était plus égal à 1 dollar, a affecté directement des milliers, voire des millions d'investisseurs directement sur leur portefeuille, mais également par effet ricochet des plateformes qui proposaient des services de lending et de borrowing. Ça a d'ailleurs affecté l'un des produits de Just Mining et je vous en reparle en fin de vidéo. On commence tout de suite par le lien d'équilibre entre l'UST et le token Luna. Comment ça marche? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'UST est un stablecoin bien à part. C'est un stablecoin algorithmique. Il ne fonctionne pas du tout comme l'USDC ou l'USDT, qui font qu'à chaque fois qu'il y a 1 dollar émis sur la blockchain, il doit y avoir l'équivalent dans un coffre en banque garanti par l'entreprise qui émet le jeton. Mais c'est bel et bien un algorithme qui est censé garantir et permettre justement d'assurer qu'il y a toujours 1 dollar de valeur derrière un jeton. Le stablecoin qui se rapproche le plus de l'UST est aujourd'hui le DAI, que vous connaissez probablement. Et même si les deux sont des stablecoins algorithmiques, leur méthode de fonctionnement est bien différente puisque l'UST en avait une qui lui était propre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'UST était censé être stabilisé par l'arbitrage et par la communauté. C'est-à-dire que le token étant censé être à 1 dollar, dès qu'il perdait un petit peu de valeur, vers 99 ou 98 cents, n'importe quel utilisateur pouvait échanger un jeton contre 1 dollar de token Luna. Nouveaux jetons qui seront générés, qui permettaient à tout moment d'échanger un UST contre 1 dollar. Et donc naturellement, si le jeton était à 99 cents, c'était rentable de l'acheter pour obtenir 1 dollar de Luna, et en l'achetant, on faisait remonter son prix et on participait à l'arbitrage qui venait automatiquement stabiliser son prix sur le dollar américain. A l'inverse, il était possible avec 1 dollar de Luna d'obtenir un UST. Donc s'il avait pris de la valeur et qu'il était à 1,01 ou à 1,02 dollars, il était moins coûteux de le générer afin de pouvoir le vendre, et l'effet de vente venait naturellement diminuer la valeur qu'il a afin de le peg de nouveau sur la limite d'1 dollar par jeton. Dans un sens ou dans l'autre, c'est ce mécanisme d'arbitrage communautaire, avec également des market makers et des bots, qui faisait que le Luna était plus ou moins stable et restait autour du dollar américain. Il y a de ça quelques mois, l'UST est devenu la troisième plus grosse capitalisation dans le monde des stablecoins. C'est-à-dire que le token UST, qui était sur l'écosystème Terra Luna, valait plus que le DAI ou encore le BUSD de Binance. L'écosystème de finances décentralisées sur la blockchain Terra est d'ailleurs devenu la deuxième plus grosse blockchain de finances décentralisées derrière Ether. Cette ascension fulgurante s'est faite progressivement depuis fin 2021 jusqu'au mois dernier. En mai 2021, il y a déjà eu un dépeg de l'UST. Pendant quelques instants, il s'est rapproché de 92 ou 93 dollars suite à de gros volumes d'échanges. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si l'algorithme est fait pour se réguler et revenir à 1 dollar, si quelqu'un vient en vendre instantanément une très grosse quantité en faisant une vente au marché, il peut momentanément baisser le prix, même si très rapidement, la communauté se devrait d'arbitrer pour ramener le prix à 1 dollar puisque c'est rentable et c'est dans l'intérêt de tout le monde que ce soit fait ainsi. Et c'est comme ça qu'en mai 2021, après avoir perdu son peg et avoir pointé vers les 92 ou 93 cents suite à un problème dû au protocole Abracadabra, le token avait récupéré son peg et s'était rapproché des 1 dollar très rapidement. En janvier 2022, il y a quelques mois, il avait également perdu son peg, cette fois-ci beaucoup plus légèrement, de 2 ou 3%, et l'avait récupéré relativement rapidement également. Théoriquement, plus la capitalisation de la blockchain Luna était grosse, plus il était simple de stabiliser l'UST. Mais c'était sans compter sur le fait qu'il y avait de plus en plus d'utilisateurs, de plus en plus d'êtres humains, de personnes qui étaient
communauté engagée et donc naturellement de personnes qui pouvaient paniquer et perdre confiance au protocole. Et c'est ça, notamment sa forte croissance, qui visiblement aura coûté la perte de cet écosystème. En plus de devenir très gros très vite et donc de valoir peut-être 20 milliards de valorisation de stablecoin et plus de 30 milliards de valorisation avec la blockchain Luna, ils avaient tissé des partenariats avec d'autres grosses blockchains, comme par exemple Avalanche ou encore le protocole de DeFi Convex sur la blockchain Ether. Parlons maintenant de la descente aux enfers de cet écosystème en moins de 72 heures. Le 9 mai, en fin de journée, une grosse transaction a lieu sur le protocole Curve, un échange décentralisé. Un utilisateur réalise un échange massif de plusieurs dizaines de millions de dollars d'un coup, passant de l'UST vers d'autres stablecoins. Instantanément, l'UST perd une partie de son PEG et descend vers les 96-95 cents par jeton. À ce moment-là, ce décalage vient reventiler la place de l'UST dans différentes pools à travers toute la finance décentralisée, que ce soit sur la blockchain encore, mais également sur la blockchain Ether. Le PEG a du mal à se refaire, beaucoup de gens ont paniqué, il remonte très légèrement et la fondation Luna annonce rajouter 1,5 milliard de dollars de liquidité en vendant des bitcoins qu'ils ont en stock afin de justement racheter de l'UST et contribuer à rapprocher le plus rapidement possible l'UST d'$1 par jeton. Mais à ce même moment, énormément de gens vont échanger de l'UST contre du Luna, venant petit à petit générer des nouveaux Luna, les vendre au marché et ça commence à faire baisser violemment le prix du jeton Luna lui-même puisque tout le monde utilise justement cette boucle afin de venir arbitrer et essayer de réguler le prix tout en réalisant un profit sur la sortie des jetons Luna que l'on récupère à chaque fois que l'on brûle un UST pour récupérer son équivalent de valeur en token Luna. Le PEG aurait dû se refaire, mais assez rapidement on constate que ce n'est pas aussi simple que ça. Et dans la nuit du 9 au 10 mai, le PEG se perd encore plus, plongeant pendant quelques instants à 70 centimes de dollars par jeton. Pendant à peu près toute la journée du 10, c'était restabilisé de nouveau à 90 cents par jeton. Et c'est à ce moment-là que la fondation Luna a pris la décision de vendre 1,5 milliard de ses bitcoins en stock afin de pouvoir racheter de l'UST et afin de venir aider cette boucle d'arbitrage afin de rapprocher le plus possible le jeton UST du dollar américain. Au même moment, la plupart des gens réalisant cette boucle en échangeant un UST contre $1 de token Luna étaient réalisés tellement rapidement, tellement de nouveaux tokens Luna étaient générés et vendus instantanément que le prix du Luna chute. Je vous mets l'image à l'écran. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme toutes les personnes essayaient de récupérer des dollars de Luna en échange de leurs UST, ça a augmenté et ça a créé une inflation terrible sur la blockchain Luna. En créant des millions et des millions de nouveaux jetons, son prix est naturellement venu baisser, étant donné que tout le monde était vendeur afin de récupérer l'argent qui provenait à la base de leurs UST. Le jeton est ainsi passé de 63 dollars à moins d'$1 entre le 9 et le 12 mai. Pendant ces mêmes moments, la fondation Luna a coupé la blockchain à 2 reprises. Parce qu'en fait, comme il y avait énormément de nouveaux jetons Luna, ces Luna permettaient de réaliser des votes et de prendre des décisions, donc de la gouvernance sur la blockchain. Et donc, plus il y avait de Luna, plus le Luna s'effondrait, plus il était possible d'en avoir énormément pour très peu d'argent et prendre de très grosses décisions pour modifier le réseau et pour voter sur les différents validateurs. Comme c'est un écosystème décentralisé, c'est le porteur du jeton qui est censé pouvoir prendre des décisions. Au passage, les gens qui stakeaient des tokens Luna sur un validateur ont besoin de plus de 10 jours pour les unstaker pour pouvoir les récupérer et pour pouvoir les vendre. Autant vous dire qu'un effondrement éclair en moins de 72 heures n'a pas laissé de chance aux détenteurs du jeton Luna, qui sont ceux qui ont probablement pris la plus grosse claque de tous dans cette histoire. Bien qu'ils étaient sur un asset volatile sur lequel ils s'attendaient à avoir de la volatilité, alors que ceux qui étaient positionnés sur le token UST comptaient bien rester à un équivalent d'1 jeton par dollar. Afin d'améliorer la capacité au token de repeg, l'équipe de Luna Foundation a par exemple permis plus rapidement de réaliser le change entre un UST et $1 de Luna. Et le 11 mai dans la journée, l'équipe de Luna Foundation a même changé les paramètres afin que tout utilisateur qui réclame du Luna en partant d'un UST n'obtienne que 60 centimes. Et ça n'a pas pour autant freiné l'intérêt pour les gens de récupérer 60 cents, ça a continué d'accélérer, bien que les gens acceptaient d'échanger $1 en 60 centimes. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que dès que le Luna a commencé à perdre de la valeur, la première journée le 9 mai, quand le jeton a touché les 95 cents, à ce moment-là, il y a des gens qui en ont acheté avec la quasi-certitude qu'ils récupèrent la valeur d'$1. Ils se sont dit que c'était un bon plan de rentrer maintenant et de pouvoir le revendre quand il serait plus cher. Le problème, c'est comme il y a eu beaucoup de gens et énormément de monde suite au développement de cet écosystème, beaucoup de gens ont pris ce pari. Beaucoup de gens ont acheté pour revendre un petit peu plus haut. Et donc, dès que le token UST se rapprochait d'$, dès qu'il quittait les 90 cents par exemple, pour se rapprocher de 93, 94, 95, eh bien des utilisateurs qui ne voulaient même pas attendre qu'il arrive à $1 le vendaient. Et en le vendant, ils allaient refaire baisser son prix, le maintenant ainsi loin du dollar américain. La spéculation est venue accélérer ce cercle vicieux, empêchant ainsi l'UST de se rapprocher le plus rapidement possible du dollar dès qu'il en avait l'occasion. Ce qui a créé du coup un mouvement de panique qui est venu accélérer et qui fait qu'à un moment, certaines personnes à $60 par jeton préféraient liquider leur position plutôt que de
de rester exposés à ce cercle qui semblait vicieux et qui semblait pointer vers le $0. Malgré les différentes annonces de Do Kwon, son CEO, pour essayer de rassurer les gens, expliquer qu'un plan serait mis en place et expliquer que différentes initiatives allaient permettre de récupérer la valeur d'$1 par jeton, ça s'est accéléré de plus en plus vite et les pertes enregistrées n'ont fait qu'augmenter. Alors, quelles sont les conséquences de cette déflagration? Et est-ce qu'on aurait pu éviter le pire? Alors déjà, oui et non. C'est très facile après coup de dire on aurait pu éviter en faisant comme ci ou comme ça. Comme beaucoup de gens qui disent oui, on l'avait vu, oui, on s'en doutait. Maintenant que ça a eu lieu, c'est possible. L'écosystème était l'un des plus gros écosystèmes en expansion, qui se développait le plus rapidement. Et même s'il y avait quelques personnes qui ne l'aimaient pas, le gros de la communauté, la plupart des gros exchanges, la plupart des grosses plateformes proposaient l'UST en stablecoin et le Luna en jeton au trading et même en effet de levier sur la plupart des gros exchanges au monde. Naturellement, comme tout très gros projet, il avait ses défenseurs, la fameuse communauté Lunatics, mais également ses détracteurs. Certains ont tiré profit de cette situation. Déjà, les rares personnes qui ont shorté le Luna. En effet, le Luna aurait pu reprendre de la valeur très rapidement et faire beaucoup de mal à ces gens, mais les courageux qui ont pris la position de shorter le Luna et parier sur sa baisse ont pu gagner énormément d'argent rapidement, vu comme le token s'est effondré à vitesse grand V. Certaines personnes qui ont arbitré et qui ont racheté de l'UST plus bas pour le revendre plus haut et qui ont fait ce jeu de spéculation ont également pu faire du profit. Les autres stablecoins dans cette histoire, notamment les autres modèles, les stablecoins plus centralisés, ont profité de cette situation, puisque la plupart des fonds qui quittaient l'UST venaient se réfugier sur un autre stablecoin, augmentant ainsi les volumes et les valeurs sur ce jeton, mais également en légitimité. C'est un modèle bien différent des autres stablecoins qui s'est cassé la figure, c'était la meilleure chose pour venir confirmer le fait que d'autres modèles fonctionnent mieux. D'autres stablecoins en ont profité, notamment le BUST et le DAI qui avaient vu se faire dépasser par UST très rapidement, qui ont repris la place du 3e et 4e plus gros stablecoin. Naturellement, il y a eu certaines plateformes d'exchange qui ont tradé des très gros volumes et qui ont pris des grosses commissions, mais pas tout le monde n'a gagné de l'argent dans cette histoire. Déjà car énormément de plateformes y étaient exposées, énormément de plateformes faisaient du lending sur l'UST et donc ont enregistré des pertes, et pour finir, même les plateformes qui proposaient des effets de levier, il y avait tellement de volume, ça allait tellement vite qu'elles n'arrivaient pas à liquider ou à tenir certaines positions, enregistrant ainsi d'énormes pertes. Ça a été par exemple le cas de Binance, qui au début a divisé par 2 l'effet de levier, puis par 3, pour ensuite l'interdire totalement et ne proposer que l'échange spot, sans permettre aux gens d'accélérer encore plus à la hausse ou à la baisse le pari sur le token Luna, par exemple. Ça, c'est la minorité de personnes qui ont gagné. Les grands perdants, c'est à peu près tout l'écosystème. En tout cas, tous ceux qui étaient positionnés et qui détenaient soit des Luna, soit des UST. Ceux qui couvrent des particuliers, des entreprises, des institutions financières et même des établissements bancaires, qu'ils en détiennent en direct ou à travers un produit qui était constitué partiellement d'UST. Les différentes poules de liquidités qui se sont réajustées, créant de l'impermanent loss sur des produits qui normalement n'en génèrent pas puisque ce sont censés être des stablecoins. Et ensuite, un effet ricochet. Ça a affecté différents stablecoins, des protocoles comme Venus par exemple, d'autres stablecoins par effet de panique se sont effondrés et ça a même affecté l'USDT par effet de panique qui a perdu sur certaines plateformes 8% de sa valeur le 12 mai face aux autres stablecoins comme l'USDC ou encore le Paxos. L'USDT étant le plus gros de tous les stablecoins, gros moment de panique. Le fonctionnement d'un stablecoin centralisé est encore différent d'un stablecoin décentralisé. Donc pour le coup, les risques étaient bien différents, mais qui en ont fait paniquer plus d'un. D'ailleurs, il a fallu plusieurs heures à l'USDT pour récupérer sa valeur. Certaines personnes ont liquidé à moins 8% sur de l'USDT et un effondrement de ce jeton aurait eu un impact encore plus grave que celui qu'on a pu constater sur l'écosystème UST. Étant donné que pratiquement tout le monde, pour ne pas dire 95% des investisseurs, en ont dans leur portefeuille, en utilisent ou passent par cette devise pour se repositionner sur d'autres crypto-monnaies. Dans les grands perdants, il y aura probablement l'écosystème, parce que ça va donner des arguments aux régulateurs qui avaient déjà bien les stablecoins dans le viseur afin de définir des règles, d'en interdire certains ou de donner certaines obligations pour pouvoir émettre son stablecoin dans certains pays. Pendant la situation de panique, Janet Yellen, secrétaire du Trésor aux États-Unis, a communiqué, a précisé justement que l'UST était un très bon exemple pour définir un cadre strict pour les stablecoins. En l'occurrence, cet exemple sera probablement utilisé afin de définir le cadre réglementaire et pourquoi pas être particulièrement strict avec les stablecoins algorithmiques et donc les plus décentralisés. Naturellement, ce traumatisme va faire peur à énormément d'acteurs du monde traditionnel avant qu'ils puissent réinvestir et qu'ils reproposent de la liquidité, voire même une partie de leur trésorerie d'entreprise sur ce genre de produit. Mais c'est pas fini. Alors qu'il y a encore beaucoup de questions ouvertes et beaucoup de tentatives qui sont réalisées par le projet Luna pour proposer une sorte de pseudo-compensation partielle aux personnes affectées, deux grosses théories envahissent
envahissent la toile et expliquent que c'était une attaque frontale. Les deux grosses théories sont les suivantes. La première met en cause BlackRock et Citadel. La plupart des membres qui croient cette théorie voyaient ça comme une attaque de la finance traditionnelle afin de tuer et de traumatiser la finance décentralisée pendant qu'elle se développe. Très rapidement démenti par BlackRock et par Citadel sur les réseaux, expliquant d'ailleurs que ça n'avait pas vraiment d'intérêt pour eux selon ces termes. Je vous mets malgré tout à l'écran le thread qui en parle sur Twitter, mais il n'y a pas assez de sources, on ne peut pas vérifier la véracité des informations, donc pour l'instant, bien que ça anime énormément les esprits et que beaucoup y croient, il n'y a pas de quoi l'affirmer à l'heure actuelle. La deuxième théorie viendrait des bitcoins maximalistes. En effet, Do Kwon, le CEO de la fondation Terra, avait déjà pris la parole et avait expliqué qu'il achetait justement énormément de bitcoins pour parfaire les réserves de l'UST et essayer de garantir son peg. À l'époque où il avait dit ça, il avait expliqué qu'il voulait devenir le plus gros single holder de bitcoin au monde, c'est-à-dire la plus grosse fondation qui détiendrait des bitcoins en direct. Il a très clairement dit que ce serait une très grosse indexion au Bitcoin et que si l'écosystème Terra se prenait une claque, ça affecterait par effet rebond le Bitcoin. Autant vous dire que la mentalité des Bitcoins maximalistes qui veulent un système décentralisé, contrôlé par personne et pour l'usage de tout le monde, ça aurait pu ne pas plaire à de très gros holders de Bitcoin qui auraient pu réaliser ces premiers mouvements et pourquoi pas le premier afin de lancer ce fameux cercle vicieux. Encore une fois, quelques sources, quelques pistes, mais aucune information formelle. C'est pour ça que, je vous le précise, il ne s'agit que de théories à l'heure actuelle. On aura peut-être le fin mot de l'histoire dans les mois qui suivent. Ou c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui a réalisé un très gros échange sur Curve d'un stablecoin à un autre, créant ce mouvement de panique qui, par effet d'emballement à cause du très grand nombre d'utilisateurs et de volumes financiers, est venu accélérer et créer un cercle vicieux qui a tué les deux monnaies. Alors il y a encore des discussions sur un fameux plan de sauvetage, c'est-à-dire un fork, d'accord, une copie de la blockchain à un instant très précis, avant qu'il y ait le problème, qui viendrait valoriser et essayer de donner des nouveaux tokens Luna classiques, à certains utilisateurs qui ont souffert le plus de cet effondrement. Encore une fois, les termes sont discutés et vont être votés par la communauté. Certains veulent que ce soit sur le nombre de Luna en staking, d'autres veulent que ce soit sur le nombre d'UST qui n'ont pas été bougés et qui n'ont pas été retirés à l'instant T. D'autres utilisateurs veulent que ce soit une partie qui soit déversée à la fondation pour qu'elle puisse reprendre ses activités et recommencer en ayant appris de ses erreurs. Bref, dans les cas les plus optimistes, on pourrait espérer récupérer entre 25 à 35 centimes par jeton UST pour ceux qui ont été exposés. Beaucoup d'autres disent qu'il n'y aura rien du tout qui sera applicable parce que la confiance est définitivement brisée dans l'écosystème Luna et que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est utiliser les maigres réserves qu'il leur reste pour essayer de compenser à ceux qui ont perdu. Quoi qu'il en soit, on n'a pas le fin mot de l'histoire et il faudra attendre quelques semaines voire quelques mois avant de savoir si la communauté arrive à trouver un pseudo-plan pour rembourser ou pour amortir les pertes des plus grands perdants de cette histoire. Voilà pour le débrief de ce qui a été le plus gros tremblement de terre auquel j'ai pu assister dans l'écosystème de la crypto-monnaie depuis 2016. Au même moment que les crypto-monnaies s'effondrent, qu'il y ait un mauvais mood sur les marchés et que le Bitcoin perde beaucoup de valeur. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai pas précisées, comme par exemple le fait que quand ils ont vu que 1,5 milliard d'achats ne suffisait pas pour ramener l'UST à 1 $, ils ont essayé de faire une levée de fonds, proposant ainsi de lever 1 milliard de dollars de plus pour restituer le PEG et remonter à 1 $, en proposant à ces investisseurs d'obtenir avec des délais et une longue période de lock-up, c'est-à-dire de blocage, d'acheter des Luna à moins 50%. Le problème, c'est qu'en ayant levé 700 millions sur le milliard, le token Luna s'était tellement effondré qu'il était déjà à moins 50% de sa valeur. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à lever les 300 derniers millions, leur permettant d'obtenir le milliard et peut-être de permettre le repeg de l'UST. Énormément d'histoires, énormément de choses qui ressortent, notamment sur le passé de son fondateur, énormément de discussions et de moments où il a été très arrogant vis-à-vis d'autres écosystèmes qui lui sont aujourd'hui remontés sur les réseaux sociaux et qui lui sont pointés du doigt directement. Naturellement, les perdants ont tort, énormément de personnes étaient engagées et ont réalisé des pertes, ce qui donne une bonne raison à certains d'y consacrer du temps pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'il s'est passé et on aura peut-être un jour le fin mot de l'histoire. Si ça vous intéresse d'aller encore plus loin, je vous mets un thread de Hawk Investment sur Twitter qui est vraiment complet et qui parle de cette histoire. En l'occurrence, ça a affecté énormément de gens. Je l'ai vu ne serait-ce que sur le support de mes réseaux sociaux, on a reçu des milliers et des milliers de messages de personnes qui avaient presque tout perdu et qui hésitaient encore à sortir à 10 ou 20 centimes par jeton. Il n'y a pas de bonne réponse. Le jeton aurait pu remonter, certains regrettent de ne pas l'avoir quitté à temps, et d'autres, alors qu'ils avaient une porte de sortie vers les 80-90 cents, ont préféré rester en espérant revoir l'UST retrouver son PEG. D'autres plateformes ont déjà communiqué sur une perte potentielle de certains de leurs produits, et d'autres le feront probablement dans les mois qui viennent en attendant d'essayer de trouver une solution. En l'occurrence, ça a été le cas d'un de nos produits sur une de nos entreprises, Just Mining, qui avait une diversification sur différents stablecoins et différents protocoles en étant exposé partiellement à l'UST. Si ça vous intéresse, j'ai fait un live d'1h30 où je répondais à toutes les questions sur la perte qui a eu lieu sur ce produit. Je vous mets le lien dans la description, c'est sur la chaîne secondaire. Et en plus de la communication de l'entreprise, ça vous donnera réponse à la plupart des questions
sur l'impact final que ça a touché. Sur les 65 000 clients de l'entreprise, 4 000 étaient positionnés sur ce produit. Et bien qu'on ait utilisé une partie des fonds propres de l'entreprise pour couvrir presque 75% des clients, un quart d'entre eux a quand même été plus ou moins affecté par l'effondrement de l'UST. Bref, c'était un gros morceau. Naturellement, je ne voulais pas trop rentrer dans les points techniques parce qu'on allait en perdre énormément. Le but, c'était de donner un exemple et de montrer comment il y a pu avoir un effet d'emballement, d'accélération et une cascade d'engagement. Il va falloir du temps à beaucoup pour prendre du recul et du coup tirer les bonnes leçons sur ce genre de solution. Mais il y a des risques et même sur des stablecoins, on est assujetti à la volatilité. Ce sont des black swans qui arrivent très très vite et qui ont un très gros impact et qui déstabilisent l'intégralité de l'écosystème, soit directement par des pertes financières, soit par effet ricochet, puisque ça vient ralentir, décourager et même donner des arguments au régulateur qui va définir un cadre et qui va définir la façon dont vont devoir se développer des projets dans les mois et les années à venir. C'était Asher. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre en description. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu si ça vous a permis de mieux comprendre cette histoire et peut-être qu'on fera un second sujet où je traiterai sur mes réseaux sociaux qui sont également en description quand on en apprendra un peu plus sur ce qu'il s'est passé et notamment les potentiels responsables de la création de ce cercle vicieux. Quoi qu'il en soit, il y a encore beaucoup de disputes, il y a encore beaucoup d'échanges, notamment entre Binance et la fondation Luna qui n'étaient pas d'accord sur énormément de choses et la façon dont cette crise a été gérée. Et on devrait, même si ça apporte que très peu de réconfort à ceux qui ont perdu, voir un Terra classique ou un Luna classique arriver dans les mois qui viennent si la communauté vote positivement à un fork et au relancement de ce nouvel écosystème. C'était Asher et on se retrouve sur cette chaîne YouTube la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.